Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle capsule du réseau d'analyse stratégique. Lorsque nous parlons d'enjeux stratégiques, il faut désormais inclure le cyberespace, qui est un environnement évidemment virtuel, informatique, interconnecté à l'échelle mondiale et qui s'impose de plus en plus comme un nouvel espace stratégique au même titre que la Terre, la mer, l'air et l'espace. Les États développent et déploient donc des outils, des stratégies et des tactiques pour servir leurs intérêts, parfois dans un contexte militaire et de conflit, comme on l'a notamment observé récemment dans la guerre en Ukraine avec les cyberattaques russes, par exemple, contre les sites et infrastructures ukrainiens. Alors, pour nous éclairer sur le cyberespace comme nouveau théâtre d'affrontement, je m'entretiens avec deux spécialistes de la question, Alix Desforges, qui est chercheuse postdoctorale au Centre de recherche GEOD, c'est Géopolitique de la datasphère, à l'Université Paris 8, et Stéphane Taillat, également chercheur chez GEOD et maître de conférence à l'Académie militaire de Saint-Cyr en France. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres dans cette capsule. Alors, première question, vous m'avez entendu en introduction, est-il juste de considérer le cyberespace comme un espace stratégique et militarisé, on pourrait dire en anglais weaponized, au même titre que la Terre, la mer, l'air et l'espace? Et concrètement, quelles en seraient les manifestations les plus évidentes? Alix, je vous donnerai la parole pour commencer. Oui, merci. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, le cyberespace est un espace stratégique. Alors, ce qui est intéressant de noter, je pense, en introduction, c'est que le terme même de cyberespace est, lui, issu de la littérature de science-fiction et est devenu, s'est imposé au fil des années comme dans la littérature stratégique des États et militaires. Et donc, je trouve extrêmement intéressant ce shift, justement, d'un mot inventé par un auteur de science-fiction à un vocabulaire extrêmement stratégique. Donc, si on compare avec les autres espaces plus classiques, la mer, la terre, l'air et l'espace, je crois que c'est important de noter tout d'abord que le cyberespace, ce n'est pas un espace naturel. Il a été entièrement façonné par l'homme. Historiquement, il a été surtout façonné d'ailleurs plutôt par des acteurs privés, hein, la communauté technique, notamment les universités, mais aussi les entreprises. Et finalement, je trouve que c'est un petit peu problématique de juxtaposer en fait le cyberespace aux quatre autres espaces naturels, dans le sens aussi où ces quatre autres espaces sont baignés en fait entièrement par le numérique, ils sont complètement innervés par le numérique. Parce qu'aujourd'hui, on assiste en fait à la numérisation de toutes les activités humaines, et donc y compris des activités qui sont liées au militaire, hein. Et donc, c'est par cette numérisation des activités que les forces armées ont commencé à s'intéresser justement au cyberespace. Parce que pour eux, ça a généré une augmentation du risque, notamment due à l'augmentation des attaques. Et donc, les États et en premier lieu les forces armées ont compris depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, quasiment 20 ans même pour les premiers, ces enjeux et ont commencé à investir ce champ. Donc, d'abord pour se protéger, évidemment, des attaques, des potentielles attaques, mais aussi, en fait, finalement, pour en saisir les opportunités sous plusieurs aspects, en termes d'attaques informatiques, mais aussi aujourd'hui en termes d'influence. Donc, c'est un espace qui se superpose, si on veut, aux autres. Vous avez dit innervé, mais c'est qui se superpose aux autres. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Il irrigue vraiment tous les autres, en fait. Et c'est là où c'est aussi difficile de l'appréhender également. Parce que vraiment, on voit que toutes les activités humaines laissent des traces numériques. Encore dernièrement, on a vu en Ukraine comment le vol d'écouteurs d'iPhone avait pu être utilisé via la géolocalisation pour justement géolocaliser les soldats qui avaient volé ces écouteurs et finalement localiser leur déplacement. Oui, vous avez donné un exemple de manifestation de cette cyberguerre, effectivement. Stéphane, si, peut-être voudriez-vous compléter ou ajouter quelque chose à cette question? Sinon, je passerai à la question suivante. Dans quelle mesure le cyberespace a remis en question les concepts traditionnels de la stratégie militaire, comme la dissuasion, ce qui constitue un acte de guerre, l'offensive, la défensive?
Alors, je vais compléter, mais je ferai du coup un pont avec cette deuxième question. Il me semble que pour compléter, ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Alix, c'est également la diversité des acteurs qui vont utiliser ou en tout cas se manœuvrer dans le cyberespace en tant qu'espace stratégique. Le terme de militariser, il sous-entend effectivement une mainmise, une appropriation étatique, ou en tout cas, c'est généralement comme ça qu'on l'utilise, notamment quand on l'accole à l'histoire de l'espace, hein, pour parler d'autre chose que du cyberespace. Là où finalement, dans le cyberespace, on voit bien qu'on est face à des technologies, à des usages qui sont souvent doubles, civils et militaires. On est également dans un domaine où les frontières entre, j'allais dire, les différents états de la conflictualité, hein, jusqu'à la guerre, tendent à s'effacer, ou en tout cas sont plus aussi lisibles qu'auparavant. Et puis, si on voulait faire une analogie historique, et ça a été fait hein, dans un ouvrage qui est paru à la fin de l'année dernière par un collègue suisse qui s'appelle Florian Egloff, on pourrait faire l'analogie plutôt avec la manière dont les États se sont lentement appropriés le domaine maritime, notamment en matière de sécurité, à partir du XVIIIe et du XIXe siècle, dans la mesure où les acteurs proprement étatiques, entre guillemets, étaient confrontés à la fois à des acteurs non étatiques, par exemple des pirates, ou des entrepreneurs privés, et ce qu'il appelle des acteurs semi-étatiques, qui auraient été à l'époque les grandes compagnies de commerce, comme par exemple la Compagnie des Indes orientales, et qui seraient aujourd'hui, par exemple, les grandes entreprises du numérique, hein, celles qui font fonctionner un certain nombre d'infrastructures importantes hein, de cet espace. On voit, pour reprendre l'exemple de l'Ukraine, le rôle joué par Microsoft ou Google d'emblée, à la fois pour prévenir un certain nombre d'attaques contre les réseaux ukrainiens, mais aussi pour essayer de, alors pour ce qui est des réseaux sociaux, c'est encore plus évident, mais au-delà des réseaux sociaux, mais également aussi pour essayer de participer, on va dire, à une forme de régulation de cet espace. Alors, par conséquent, et pour en arriver à votre seconde question, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu d'une part la volonté effectivement des acteurs militaires, ou en tout cas de la communauté stratégique, notamment aux États-Unis, hein, de recourir au vocabulaire classique de la littérature stratégique ou des études stratégiques concernant la guerre, ou même concernant d'ailleurs cette période particulière qui est celle de la guerre froide, dans laquelle il peut y avoir une forte confrontation entre les États-Unis et l'URSS, fortement militarisée, sans pour autant basculer dans l'affrontement armé. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de termes qui ont été tout de suite appropriés. Euh, mais avec le principal effet, finalement, que ça n'a pas toujours été d'une grande pertinence. D'une part, parce que les situations ne sont pas toujours similaires. Hein, donc, on n'est pas forcément dans des questions de guerre ou de paix, déjà. Et alors, là, on a des collègues juristes qui ont travaillé, bien sûr, sur... c'est d'ailleurs un débat qui n'est pas tranché aujourd'hui, hein, de savoir à partir de quel moment une cyberattaque franchit un seuil, le seuil du recours à la force, le seuil de l'agression armée. La réponse étant que, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment eu. Ou s'il y en a eu, ça reste sujet en tout cas à interprétation, et donc c'est peut-être moins évident que d'autres modes d'action. Donc déjà, il y a cette inadaptation-là, mais il y a aussi l'inadaptation du fait qu'on n'est pas non plus tout à fait dans une situation de type de guerre froide. On voit que lorsque les États ou d'autres acteurs qui leur sont liés recourent aux cyberopérations offensives, on est plutôt dans un domaine d'opérations clandestines. Donc c'est bien un volet qui ressemble à celui de la guerre froide, mais qui est un petit peu particulier, qui est vraiment un temps, on va dire, ni paix ni guerre. Et puis, autre problématique, c'est qu'en utilisant ce vocabulaire, certains, dans la communauté stratégique, notamment aux États-Unis, ont peut-être eu tendance à vouloir répéter un certain nombre de recettes. Je vais juste dire un mot du terme de dissuasion, puisqu'en effet, aux États-Unis, on continue à avoir une logique qui est très centrée sur ce terme. On doit tout dissuader. Hein, c'est certainement un élément qui fait partie de l'identité stratégique américaine que d'être un deterreur, on va dire. Et dans ce domaine, la question, c'est est-ce que les composantes de la dissuasion conventionnelle ou nucléaire s'appliquent? Est-ce qu'il est possible de signaler des capacités, des déterminations? Est-ce qu'il est possible j'allais dire, d'exercer un chantage sur des intérêts d'un adversaire, etc. Donc tout ça, étant donné la nature de l'espace numérique tel que Alix l'a souligné dans sa réponse à la première question, tout ça rend difficilement opérationnel le recours à ces termes. Bien, merci.
D'ailleurs, je serais tenté d'ajouter cette question et je la lancerai comme ça et à la jouxtant à la question suivante. La question, c'est justement, ça renvoie à la question, par exemple, de la proportionnalité. Comment on réplique, comment on riposte à une cyberattaque. Est-ce qu'on reste dans le même champ ou est-ce que la riposte peut se faire dans un autre champ parallèle? Et là, ça m'amène à la question justement comment dire, des grandes puissances, des puissances du cyberespace et du déséquilibre, justement, des moyens qu'il peut y avoir. Alors, tout simplement, cette autre question que j'ai, c'est quelles sont les grandes puissances du cyberespace et quels sont les États les plus avancés stratégiquement et les plus actifs dans cet espace? Alix. Alors, pour revenir sur, votre question justement, notamment par rapport à la proportionnalité, effectivement, ça soulève toutes les mêmes questions qu'a soulevé Stéphane, par rapport aux autres concepts, c'est-à-dire aussi, l'instantanéité de l'attaque, la question de comment on attribue aussi, ces attaques. En fait que, aujourd'hui, la réponse, elle se situe surtout d'abord même dans d'autres champs, que juste dans le champ cyber. Et si je peux me permettre d'ajouter aussi un autre exemple de en quoi le numérique change aussi certains concepts stratégiques et façons en fait d'aborder ces concepts stratégiques d'un point de vue militaire. En tant que géographe, c'est celui du théâtre d'opération. Quand on est l'armée, enfin quand on est sur un théâtre d'opération, on peut faire la guerre dans le désert, dans les mangroves, tout un tas de milieux géographiques. Et dans ces cas-là, on a le même milieu géographique que son adversaire. En l'occurrence, avec le numérique, on est dans un domaine d'affrontement avec le cyberespace dont en fait la réalité est difficile à appréhender. Quels sont vraiment les contours, quelles sont les limites, c'est encore plus difficile de le représenter, parce que aussi il a cette part d'intangibilité. Et du coup, c'est difficile pour les armées de savoir précisément qu'est-ce qui relève, qu'est-ce qui constitue réellement un théâtre d'opération dans le cyberespace. Il n'y a pas de carte d'état-major du cyberespace non plus. Et finalement, ce théâtre d'opération, en fonction du point de vue dans lequel vous êtes, il va être très différent entre chaque partie prenante du conflit. Chacun et personne n'évolue tout à fait dans les mêmes conditions, et donc il est vraiment fonction de l'adversaire aussi. Maintenant, pour les grandes puissances du cyberespace sur les États qui sont les plus avancés, alors on a l'habitude d'en lister 5, 6 à peu près, les grands classiques, donc les États-Unis en tête, évidemment, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne. Je ne peux pas ne pas mentionner la France, d'autant plus que c'était mon sujet de recherche aussi, mais bon, des États européens de façon générale. Et je crois aussi que c'est important d'ajouter l'État d'Israël à cette liste. Évidemment, on peut aller, aller plus loin, mais je pense que là, vous avez quand même les États qui ont le plus massivement investi le cyberespace sous toutes ses formes, d'ailleurs, d'opérations. Après, je ne sais pas si vous voulez du coup en explorer certains par rapport à d'autres. Peut-être, je vois que Stéphane voulait peut-être ajouter quelque chose, mais oui, je poserai la question, une question proche de ce que vous évoquez, mais je crois que Stéphane voulait compléter avec quelque chose. Oui, alors deux choses. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les critères qu'on utilise pour essayer de faire ces classements. Je renvoie donc au classement fait par le Belfer Center et puis celui de la IISS de Londres, qui publie depuis 2 ans chacun des indices. Ce sont des classements qui, effectivement, ne sont pas très aisés à composer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord qu'on cherche à classer les États alors que justement, il y a des surprises. J'allais ajouter, par exemple, que la Corée du Nord est un État qui est souvent pointé du doigt, alors généralement de manière négative, pour dénoncer ses actes, qui dispose finalement peut-être de moins de ressources, alors c'est très certainement bien entendu que les États-Unis, mais qui a choisi de recourir stratégiquement à des opérations dans le cyberespace pour un objectif bien précis, qui est celui, en quelque sorte, de rafler la mise,
comment dire, de pratiquer une espèce de pillage à l'échelle mondiale pour financer, entre autres, pas que, bien entendu, son programme nucléaire ou pour essayer de contourner les sanctions. Il serait intéressant, par exemple, de voir aussi comment l'Ukraine, bénéficiant très certainement d'un soutien logistique américain et britannique, a su de manière très habile recourir à un certain nombre d'opérations, notamment d'influence, dans sa guerre contre la Russie. Donc on voit que si on s'en tient à des critères classique de la puissance, on risque d'avoir du mal à rendre compte de ces situations-là. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est intéressant aussi d'étudier la manière dont les États ont choisi d'investir le cyberespace à travers les organisations qu'ils ont mis en œuvre. Et notamment, puisqu'on parlait de militarisation tout à l'heure, c'est intéressant de constater que le modèle militaire n'est pas un modèle, j'allais dire, qu'on va trouver à 100% dans les États qui ont choisi de développer des capacités cyber. Il y en a qui ont choisi de rester sur des modèles classiques d'agences de renseignement, en matière offensive notamment, en plus d'un système défensif civil. Mais il est vrai quand même que la tendance, elle est de créer des commandements cyber. Alors, simplement, il y a des problématiques qui vont se retrouver, et pour le coup, qui sont des vraies limites, des problématiques de ressources humaines, des problématiques aussi de capacité comment dire, à disposer d'un certain nombre de leviers. Et là, on retrouve vraiment des différentiels de puissance. Alors, le positionnement des États-Unis s'explique aussi de cette manière-là. Bien, et pour, on reste dans le thème qu'avait soulevé Alix sur approfondir certains cas, certains États. Alix, je vous relancerai avec cette question-là que vous avez soulevée, avec peut-être sur cet angle. euh, Est-ce qu'il serait juste de dire que le développement ou le déploiement des stratégies et des moyens cyber est moins entravé politiquement ou légalement dans les États autoritaires que dans les États démocratiques? Parce que dans les États que vous avez mentionnés, il y a à la fois des régimes autoritaires, des régimes démocratiques. Et que, ce faisant, les démocraties accusent et sont condamnées à accuser un certain décalage stratégique. Alors, je crois que la réponse est non, dans ce cas-là. 2 choses. D'abord, attention effectivement au miroir déformant un petit peu que Stéphane pointait déjà tout à l'heure, c'est-à-dire de comment on considère la puissance. Et puis le miroir déformant qui est aussi qu'on a des États qui sont très régulièrement accusés de mener des cyberopérations. Donc là, on pense évidemment à la Chine, à la Russie, à la Corée du Nord ou encore à l'Iran, qui sont les usual suspects qu'on a l'habitude de pointer du doigt. Donc attention aussi à ce miroir déformant-là, parce que quand on analyse ce qui s'est passé depuis 20 ans, on voit bien que les États démocratiques ne sont pas en reste et qui font aussi preuve de capacités très importantes. Et évidemment, au premier rang desquels les États-Unis, dont les attaques, dont pas que les attaques d'ailleurs, dont des activités offensives ont eu des répercussions, donc notamment une attaque comme celle de Stuxnet, ou alors le développement d'outils offensifs comme des outils qui ont pu être volés et puis après réutilisés dans d'autres attaques. Du coup, en final, leurs activités ont eu un impact sur la stabilité globale, sur la cybersécurité de façon générale, très, très important. Donc voilà, déjà, attention un petit peu à ce miroir déformant qui laisserait croire que les États qui sont régulièrement accusés sont plus forts que les autres. Ensuite, je dirais que peut-être ça dépend aussi de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y a les opérations conventionnelles d'un côté, et donc dans le cadre de conflits armés, je crois que normalement, les États s'emploient tous à respecter leurs obligations internationales, logiquement. Puis après, il y a effectivement toutes les opérations clandestines. Et là, évidemment, la marge de manœuvre est beaucoup plus large pour tout le monde, en fait, finalement, peu importe État autoritaire ou démocratie. D'autant que la mise en balance des intérêts se fait avant tout en faveur du risque géopolitique et assez peu en faveur du risque juridique finalement et légal. D'autant plus que les États peuvent mobiliser toutes les ruses pour brouiller les pistes, par exemple l'utilisation de proxy.
Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans les négociations internationales et donc ce qui se passe notamment au niveau de l'ONU, quand les États discutent entre eux de la façon dont va s'appliquer le droit international au cyberespace, en fait, que tous les États veillent bien à se garder une certaine marge de manœuvre en matière d'utilisation de cyberarmes. Et donc, voilà, le droit, ils sont aussi en train de le mettre en place en partie, et donc ça peut aussi évoluer. Donc, quelque part, je suis pas sûre que c'est tant une question de démocratie ou d'État autoritaire. Peut-être là où ça l'est davantage, c'est quand on parle dans le domaine de l'influence. Parce que là, pour le coup, on va toucher plutôt à des fondements de la démocratie, en fait, comme la liberté d'expression et la liberté d'information, et où là, du coup, la distinction va avoir plus d'importance. Mais sinon, je ne suis pas sûre que ça joue de façon générale. Merci. Et je voyais que Stéphane voulait réagir et je lui donnerai par la même occasion le mot de la fin. Merci. Non, mais en fait, je voulais réagir, mais Alix a déjà dit beaucoup de choses. Moi, je pense que je voudrais juste rebondir sur un point. Je pense qu'il y a une distinction, y compris en matière d'information et d'influence, une autre distinction, pardon, à faire en matière d'information et d'influence entre État autoritaire et État démocratique. C'est-à-dire qu'il est bien sûr plus malaisé pour un État démocratique de contrôler l'information, de légiférer sur ce qui est acceptable ou pas, même si, bon, on le voit, c'est quand même ça. Il y a des choses qui parfois peuvent être faites dans ce domaine. La réponse, c'est quand même dans un État démocratique plutôt de faire de l'éducation aux médias et à l'information, entre guillemets. Mais d'abord, primo, il faut tenir compte du fait de cet acteur qui est loin d'être simplement un acteur intermédiaire, que sont les plateformes sur lesquelles circule l'information, qui sont les lieux de création, de partage d'informations et qui échappent en grande partie, ou en tout cas qui, elles aussi, ont des stratégies particulières par rapport aux différents gouvernements pour s'aligner ou pas sur les contraintes dans ce domaine. Et puis, deuxième chose, je pense que même si l'impression qu'on pourrait en retirer, c'est que les démocraties sont peut-être plus fragiles dans ce domaine, je ne dirais pas ça. Je dirais que les démocraties sont plus vulnérables, mais qu'elles sont aussi beaucoup plus résilientes. Là où peut-être que dans les régimes autoritaires, en tout cas dans certains, on le voit, la rigueur du contrôle de l'information, et notamment dans une situation de crise, on le voit en Russie depuis le début de l'invasion russe, le contrôle de l'information n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant, et pourtant c'était déjà bien avancé. Cette rigueur nous montre peut-être une forme de fébrilité, et pour le coup une vraie fragilité. Donc je ferais vraiment cette distinction que si d'emblée, effectivement, les démocraties ont peut-être plus de difficultés à répondre aux opérations d'influence qui sont menées contre elles, elles ont peut-être une capacité de résilience qui n'est évidemment pas intuitive, hein, voilà, et qui ne va pas aller de soi quand même, mais une capacité de résilience que n'ont peut-être pas les régimes autoritaires, ou en tout cas certains régimes autoritaires qui continuent à avoir peur depuis plus de 10 ans maintenant, hein, des réseaux sociaux, en y voyant souvent d'ailleurs la main d'une influence étrangère, par exemple américaine, alors que souvent les mécontentements qui s'y expriment sont surtout des mécontentements spontanés et populaires. Bien. Alix Desforges, Stéphane Taillat, merci beaucoup pour vos éclairages. C'était très éclairant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.